Du coup, par ordre d'apparition à l'écran, Agnès, est-ce que je peux te laisser te présenter, nous partager du coup 2 mots sur la thématique d'aujourd'hui? Bonjour, donc Agnès Salquet, je travaille à la Chambre d'agriculture de l'Aude, je suis responsable agro-environnement et territoire. Le mot territoire a été rajouté il n'y a pas si longtemps que ça. Et je pense que c'est à l'image du sujet d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire c'est vraiment faire le lien entre la gestion des espaces naturels et les acteurs locaux, ce qui se fait relativement bien, je trouve, mais qui peut toujours s'améliorer. Et moi, alors je sais pas si je vais peut-être pas développer là, ça va être. En fait, je mène, assez souvent des projets liés à une commune, à un territoire particulier, donc qui allie évidemment l'agriculture, mais avec une entrée, biodiversité et comment optimiser, les liens entre, on va dire les collectivités, donc il y a Vincent autour de l'écran, on travaille très, très souvent ensemble, les agriculteurs avec le niveau des CDA, c'est-à-dire des organismes territoriaux agricoles, on va dire. Et donc on a de plus en plus d'interactions avec les collectivités, qu'elles soient, communautés de communes, agglo, PNR aussi. Maintenant on a 2 PNR dans l'Aude. Donc voilà, tout ça c'est le sujet du jour. Et je vais dire, concertation et mutualisation. Mes 2 mots, je pense que voilà, c'est. Parfait. Merci Agnès. En suivant, Julie, ensuite Pauline et ensuite Vincent? Bonjour à tous et à toutes, vous m'entendez bien? Pas trop pour être honnête, mais il y a un petit bruit de fond. Mais on t'entend. Bon, je vais essayer de parler clairement parce que je crois que je peux pas faire mieux là. Là ça va. Ça va? OK. Du coup, moi, je suis au Parc national des Cévennes. Je suis stagiaire pour un master géographie gestion de l'environnement à Montpellier. Et le sujet de mon stage, c'est de faire un diagnostic d'ancrage territorial, mais du coup, pour un parc national. Donc, mon boulot, ça va être aussi d'adapter la méthode des réserves naturelles sur cet outil qui est quand même différent. Voilà. Et après, les 2 mots, je pense que c'est dialogue et territoire. Voilà. Super, merci Julie. Katia, oui, j'imagine que vous étiez déjà en lien, vous? Oui, en effet, on se rencontre à 14h cet après-midi pour faire le, le premier temps d'échange, vu Voilà. que Julie est arrivée. Donc, enchantée, Julie. Parfait. Oui, c'est tout récent, je suis arrivée il y a 3 semaines, donc là, D'accord, bon, bah, super. Pauline? Oui, bonjour, vous m'entendez? Pas très bien. Je suis Pauline Quintin, je travaille à Nature en Occitanie, je suis chargée d'études zones humides. Là, principalement en lien avec le thème d'aujourd'hui, je travaille sur le plan de gestion de zones humides alluviales de la Garonne, dont le plan de gestion est en révision. Je travaille également j'accompagne des porteurs de projets sur des plans de gestion d'espaces naturels sensibles, donc des collectivités ou des particuliers dans le département de la Haute-Garonne. Voilà. Si je devrais retenir 2 mots pour ce que m'inspire l'ancrage territorial, je dirais l'appropriation et l'engagement vis-à-vis du projet de préservation. Super, merci Pauline. Vincent et ensuite Alain? Oui, bonjour, donc Vincent Demeunier, je travaille sur les espaces naturels sensibles du département de l'Aude. Et donc pour la thématique de ce matin, ça nous concerne autant pour nos propriétés que pour les dossiers que l'on finance et c'est le mot est vraiment à la mode, puisque j'ai bien entendu Agnès, donc sur tous les territoires. Et dans le département de l'Aude, on a énormément de configurations, tant du littoral jusqu'en haute altitude. Et donc, les 2 mots pour moi, suite à nos expériences dans notre service, ce serait nécessité et abnégation, puisqu'on n'en a jamais fini sur cette thématique. Merci Vincent. Alain? Bonjour à toutes et à tous. Alain Berger, donc je suis à la réserve naturelle régionale de Sainte-Lucie. Et
voilà, notre plan de gestion est en cours de finalisation, adoption. Il doit être adopté par le conseil régional dans les semaines à venir. Et il prévoit un diagnostic d'ancrage territorial. On a un véritable enjeu sur la commune de Port-la-Nouvelle, sur l'acceptation de la réserve naturelle régionale sur le territoire. Donc, 2 mots, ou peut-être 4, enfin, 2 mots, allez. Déficit et défiance, je dirais. Et dans le déficit d'adhésion, d'appropriation et de compréhension de l'intérêt de l'aire protégée pour le territoire. On est entre nous, on voit que les petits soucis qu'il peut y avoir sur le territoire en fonction des mots qui sont énoncés du coup par les participants, Alain, si je ne me trompe pas. Bon, du coup, entre-temps, Simon est arrivé. Alors, Simon, on est en train de faire un petit tour d'écran, on se présente et on énonce, du coup, on te prend un peu au vol, hein, 2 mots sur que t'inspire la thématique de l'ancrage territorial. Le pauvre, on va lui laisser le temps d'arriver peut-être? Non, c'est bon? Ouais, je pense qu'il faut que tu répètes. Ah. Bonjour Simon. Je disais, on est en train de finir le tour d'écran et du coup, tu es arrivé pile poil, donc c'est à toi. C'est un peu pris au vol. Du coup, si tu peux te présenter et ensuite, si tu es inspiré, nous donner 2 mots du coup auxquels te font penser l'ancrage territorial. Ok, alors du coup, moi, c'est Simon Ginesté. Je suis stagiaire à Nature en Occitanie et je vais travailler sur le renouvellement d'un plan de gestion. Donc, si je dois trouver 2 mots au niveau ancrage territorial, peut-être le premier mot, je dirais concertation. Parce que un ancrage territorial va nécessiter forcément une concertation de différents acteurs. Et après, le deuxième mot, là, j'en ai pas qui me viennent. Tu pourras nous le donner un peu plus tard, hein, t'embête pas. Et puis au pire, c'est pas très grave. Merci. Très bien. Du coup, juste pour faire le lien, en fait, Simon est en stage avec moi. Voilà. Oui, du coup, je m'en doutais un petit peu. Voilà, mais, sur les zones humides alluviales dont je parlais juste avant. D'accord, ça marche. Merci Pauline. Eh bien, on va attaquer les présentations. Katia et Frédéric, je vous laisserai vous présenter du coup. C'est vrai que je ne vous ai pas fait faire le tour d'écran parce que je pensais que vous vous présenterez en même temps que vous commenceriez à présenter si ça vous convient. Donc, Katia, je te laisse te présenter. Puis ensuite, je partage l'écran pour que tu puisses débuter cette présentation sur le diagnostic ancrage. Oui, merci Julie. Bonjour tout le monde. Donc, je suis ravie d'être à nouveau invitée par l'ARB Occitanie pour présenter l'outil du diagnostic d'ancrage territorial qui donc a été développé par Réserve naturelle de France en soutien avec la Ligue pour la protection des oiseaux France. Donc moi, je me présente, je suis Katia Dodijos. Alors, merci Julie, mais je ne vais pas encore me dire que je suis spécialiste de l'ancrage territorial. Je suis sur le poste chargé de programme territoire et éducation à la nature au sein de l'association Réserve naturelle de France. Donc, depuis octobre 2020, donc c'est quand même assez récent. Et donc, au sein de l'association Réserve naturelle de France, j'anime la commission territoire et développement durable qui, depuis presque 2013, on va revenir un peu sur l'historique rapidement, hein, porte le projet ancrage territorial et comment aborder cette thématique et comment évaluer la perception des acteurs locaux sur une aire protégée. Donc nous, là, le but de ce projet et l'outil que je vais vous présenter ce matin, hein, en lien aussi avec Frédéric Barbe, que je remercie parce qu'il viendra aussi appuyer plus concrètement ma présentation. Le but de cet outil, c'est de fournir aux gestionnaires de réserves naturelles, mais pas que, hein, on peut être aussi sur l'ensemble du panel des aires protégées en France, des outils, donc différents outils permettant d'élaborer un diagnostic d'ancrage territorial
améliorer leur effet réserve ou aire protégée, renforcer leur poids territorial et, par la même occasion, avoir un meilleur soutien des acteurs locaux. Donc, je me permets de le redire parce qu'on a quand même eu un fort soutien et un fort partenariat qu'on a toujours avec la LPO France, qui suit toujours le projet ancrage territorial avec nous et qui apporte un accompagnement aussi technique. Et puis également, cet outil a eu le soutien financier donc des différents partenaires que vous pouvez voir ici, dont également aussi la région Occitanie qui nous a soutenus, vu qu'elle a pu permettre à la réserve naturelle régionale de Pibest-Alouette également de réaliser l'expérimentation de ce diagnostic d'ancrage territorial. Donc, la présentation aujourd'hui, donc je vais d'abord commencer par l'historique. Donc, c'est la diapo suivante, s'il te plaît, Julie. Donc, rapidement, au niveau de la chronologie, c'est aussi pour vous montrer que c'est une thématique qui est quand même abordée depuis presque 10 ans au sein de Réserve naturelle de France, avec d'abord une première approche via la thèse de Clara Terville sur l'identification des interdépendances des réserves avec leur territoire et les leviers d'action. Et donc, cette thèse nous a donc ensuite permis de pouvoir, avec la région Île-de-France, de pouvoir décliner un outil d'évaluation. Alors, le premier outil d'évaluation de l'état d'ancrage, il concernait uniquement les perceptions des gestionnaires. Donc, c'était vraiment plus en interne, ce n'était pas en lien avec les acteurs locaux. Mais on a permis de pouvoir mettre en avant quelques métriques et toute une méthodologie qui progressivement, à partir de 2016-2017, a été retravaillée donc, par la LPO France, qui a pu tester une évaluation d'ancrage territorial sur leurs réserves en Charente-Maritime, mais aussi également sur d'autres réserves en Occitanie, comme la réserve du Bagnas. Et il a été acté au fur et à mesure que la méthodologie commençait à se stabiliser, que les indicateurs d'évaluation commençaient à être mieux définis, plus facilement accessibles et pris en main par les différents gestionnaires de réserves naturelles, de consolider cette méthodologie. Et donc, ce travail de consolidation a été réalisé donc, sur les 3 années 2019-2021. Donc, vous voyez, c'est la partie la plus à droite, là, en bleu. En fait, on a souhaité, donc toujours avec la LPO France, revenir sur tout, on va dire, le passé et tous les travaux qui avaient été réalisés dernièrement pour proposer vraiment une méthode stabilisée avec des indicateurs définis. Donc, pour ça, on a à nouveau réalisé des tests avec 5 réserves tests, dont la réserve Pibest-Alouette, et d'autres qui étaient en France métropolitaine et également aussi en Outre-mer. Et donc maintenant, donc en fin 2021, on a donc terminé de réaliser cette boîte à outils du diagnostic d'ancrage territorial pour laquelle on va rentrer dedans tout de suite après, et qui maintenant, son objectif est d'être déployé au mieux sur les réserves naturelles de France métropolitaine et d'outre-mer, mais également aussi sur d'autres aires protégées. Et donc là, c'est très bien que Julie du Parc national des Cévennes soit présente, parce que cette année 2022, on va justement travailler en lien avec le PNC pour voir s'il y a possiblement des adaptations, vu qu'un territoire d'un parc national, on est bien d'accord, est bien différent qu'un territoire d'une réserve naturelle. Mais on est également ouvert donc à toute réflexion pour que cette boîte à outils soit utilisée par des sites Natura 2000, des sites espaces naturels sensibles, à voir aussi, pourquoi pas, avec des parcs naturels régionaux. Voilà, donc ça, c'est vraiment une ouverture, et donc je me permets de rester ouverte, par exemple, avec le conseil départemental de l'Aude, voilà, pour aussi envisager ça dans les mois ou dans les années à venir.
Voilà en gros pour la présentation. Alors avec Julie, on a acté, n'hésitez pas si vous avez des premières questions, n'hésitez pas à m'interrompre. C'était très intéressant cet exercice de connaître vos 2 mots sur l'ancrage territorial, un peu une petite définition. Donc ça, c'était très intéressant. Via la vidéo suivante, on va aussi, nous aussi, vous apporter une définition, mais tous les termes que vous avez utilisés, on voit bien qu'on est bien dedans. On a utilisé les mêmes termes. Et puis ensuite, voilà, cette vidéo va pouvoir nous amener à vous présenter la méthodologie pour réaliser un diagnostic sur l'ancrage territorial. Donc Julie, je te laisse lancer la vidéo, s'il te plaît. Vous me dites si vous avez le son. On va voir si ça fonctionne. Alors, est-ce que ça s'affiche déjà? Non. Oui, c'est bon. Là, c'est bon. Enfin, quoi que non, pardon, excuse-moi, moi je n'ai pas. Non? Non, Ouais. mais est-ce que tu appuies sur la flèche pour lancer Oui, la... j'appuie sur la flèche, mais du coup, ça me partage. Alors, attendez. Les aléas de la technique informatique. Ça devrait être bon là, non? On voit la fenêtre. Vous voyez la fenêtre. Bon, c'est déjà ça. Hop. C'est parti. Qu'est-ce que l'ancrage territorial d'un espace naturel protégé? Oui. Les espaces naturels protégés sont des lieux soumis à de multiples interactions avec la société humaine. En effet, ces sites peuvent abriter de nombreuses activités: accueil du public, animation scolaire, tourisme, pratiques sportives, agriculture, sylviculture, loisirs. Pour désigner la nature des liens qui se tissent entre les acteurs locaux et les espaces naturels, on parle d'ancrage territorial. Ce terme comprend, d'une part, l'appropriation de ces sites par les différents acteurs, c'est-à-dire la manière dont ils perçoivent les espaces naturels en question et interagissent avec ceux-ci, et d'autre part, l'intégration, c'est-à-dire la faculté de ces sites à mettre en place des actions pour renforcer leur intégration sur leur territoire. L'ancrage territorial est un facteur clé de réussite de la gestion de ces espaces naturels. En effet, pour que ces sites puissent remplir leurs objectifs en matière de préservation de l'environnement, il faut que les acteurs qui évoluent sur ou à proximité de ces espaces en connaissent, comprennent et acceptent les missions. Mais comment mesurer ces notions de connaissance ou de compréhension? Réserve naturelle de France développe depuis 2010 une méthodologie pour mener un diagnostic d'ancrage territorial sur un espace naturel protégé. Celle-ci a été testée et validée sur plusieurs réserves naturelles en France métropolitaine et outre-mer. Concrètement, le diagnostic d'ancrage territorial est une enquête sociologique menée auprès des différents acteurs locaux, agents des collectivités territoriales, agriculteurs, représentants du monde associatif, acteurs de l'environnement, élus et populations locales, dans l'objectif d'évaluer l'appropriation du site. Lors de ce diagnostic d'ancrage territorial, on analyse le niveau de connaissance des acteurs locaux sur les missions, la réglementation, le périmètre du site, leur niveau d'intérêt, c'est-à-dire leur opinion sur le site, qu'elle soit positive ou négative, leur niveau d'implication en termes de soutien, appui professionnel, financier, technique ou bénévolat, ou d'opposition, situation de conflit ou de résistance. Les résultats du diagnostic d'ancrage permettent d'identifier des axes d'amélioration et de réfléchir à des actions concrètes qui seront ajoutées dans le plan de gestion et appliquées sur le terrain. L'objectif est à moyen terme de renforcer l'intégration du site sur son territoire et ainsi d'améliorer son ancrage territorial. Le diagnostic d'ancrage territorial met également en lumière les pressions anthropiques qui s'exercent dans ou autour des aires protégées et permet de mieux partager ce constat avec les acteurs du territoire. Les objectifs de Réserve naturelle de France sont que 100 réserves aient réalisé leur diagnostic d'ancrage territorial d'ici 2030,
et que les autres réseaux d'espaces naturels protégés puissent à leur tour s'approprier cette méthodologie et l'adapter pour leur site. Très bien. Merci Julie. Du coup, je reprends la main, je partage l'écran. Entrer dans la boîte à outils. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Que vous voyez bien mon écran, la boîte à outils? Pour moi, c'est bon, super. Ouais. Super. Donc voilà la vidéo d'introduction hein, qui donc souhaite revenir vraiment sur la définition de l'ancrage territorial, hein, donc avec ces notions d'appropriation, d'intégration, de faire ressortir des axes d'amélioration qui ensuite sont intégrés dans le plan de gestion pour qu'il y ait un suivi sur les axes d'amélioration qui sont ressortis du diagnostic d'ancrage. Un diagnostic d'ancrage territorial, c'est donc une enquête sociologique qui se déroule sur 6 mois. Donc là, on a voulu, via cette boîte à outils qui est numérique, proposer à tout gestionnaire un outil qui est accessible, facilement utilisable et qui vous permet de vous préciser un peu étape par étape sur quelle période vous devez vous situer par rapport à la réalisation de cette enquête sociologique. Donc, si on rentre, Julie, tu me dis aussi après au niveau du timing, hein, parce que, si on rentre donc dans les étapes, donc chaque étape est structurée de la même manière sur cette boîte à outils, dans le sens qu'on va avoir un premier paragraphe introductif pour vous présenter l'étape, en quoi elle consiste, et puis surtout, ce qu'on a souhaité, c'est vraiment mettre à disposition des ressources utiles pour pouvoir avancer dans la réalisation de ce diagnostic d'ancrage territorial. Donc, par exemple, le DAT en 5 questions, pourquoi le faire, quand le faire, qui le réalise, combien de temps ça prend, combien de temps ça coûte. Ce sont des éléments qu'on a pu faire ressortir par rapport aussi à l'expérimentation sur les 5 sites tests en 2020. Je tiens quand même à mettre le doigt sur une information qui est quand même importante. Un diagnostic d'ancrage territorial doit être réalisé par une personne extérieure à l'aire protégée, qui a vraiment un autre regard, qui peut faciliter des prises de contact qui peut-être sont en difficulté actuellement entre l'équipe de l'aire protégée et l'acteur qu'on cible. Donc ça, c'est vraiment le point important, c'est une personne extérieure. Jusqu'à maintenant, le profil des enquêteurs, hein, vu qu'on est quand même sur une enquête de perception, a été confié à des stagiaires, donc niveau Master 2, mais il est tout à fait possible d'avoir aussi sous format d'une prestation avec un bureau d'études, etc. On a essayé aussi de faciliter cet outil pour que tout gestionnaire, au vu de ses activités, de ses journées peut-être assez riches, de pouvoir aussi montrer l'implication que ça demande par le ou la conservateur ou par l'équipe de l'aire protégée pour suivre un diagnostic d'ancrage territorial. Donc, on a essayé de décliner ça selon les différents mois, mois 1, mois 2, mois 2 à 5, voilà un équivalent, et mois 6. Également aussi, pour vous accompagner à mettre ça en place, on met à disposition donc des exemples d'offres de CDD ou d'offres de stage pour réaliser un diagnostic d'ancrage territorial. Si on revient donc sur les 6 étapes principales hein, du diagnostic d'ancrage territorial, donc on garde vraiment bien en tête que c'est une personne extérieure à l'aire protégée qui réalise ce DAT. Il y a un temps important à prendre le premier mois sur la bibliographie, bibliographie, échange avec l'équipe de l'aire protégée pour bien s'imprégner de l'histoire, du contexte
des objectifs de conservation de l'aire protégée. L'enquêteur doit être vraiment familier avec le site, parce que évidemment, quand il ira à la rencontre des acteurs, les acteurs viendront aussi le questionner, peut-être aussi vouloir le mettre aussi un peu en difficulté. Donc, il y a vraiment cette première étape qui est quand même l'étape assez principale pour bien s'approprier le plan de gestion, les comptes rendus des comités consultatifs de gestion, les bilans d'activité, enfin voilà, tout élément qui peut être intéressant pour mieux connaître le site. Et également aussi, on met à disposition, hein, je vais cliquer rapidement, donc on met à disposition aussi des conseils de bibliographie, on renvoie vers un centre de ressources pour qu'il y ait aussi un état de l'art qui soit connu sur la notion d'ancrage territorial. Alors là, je vous présente Anatole Maréchal, le mot de l'expert, donc qui est de la LPO France, donc notre partenaire technique sur le DAT. Sur les 6 étapes, il va y avoir aussi ce complément en format vidéo où là, on va revenir sur des points essentiels sur chaque étape, un peu des points essentiels ou des points de vigilance qu'il faut aussi prendre en compte. Je me permets, excusez-moi, je fais cette petite parenthèse, j'espère que je ne vais pas vous perdre. On met toujours à disposition le guide méthodo, c'est-à-dire vraiment le guide qui fait 60 pages et qui reprend vraiment tout le détail de chaque étape. Voilà, nous, on a souhaité aussi un peu mieux les décliner, les rendre plus visibles. Après ce temps de documentation pour l'enquêteur, pour préparer du coup l'enquête, se familiariser avec le site, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, dans l'enquête sociologique, en réalisant du coup le socio-écosystème de la réserve. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le socio-écosystème de la réserve? Ça peut être un peu un nom barbare, mais en fait, alors excusez-moi, je vais peut-être souvent dire réserve naturelle, etc. Malheureusement, je suis un peu rentrée dans un moule, hein, mais je sous-entends aussi aire protégée en général. Là, c'est vraiment évaluer donc l'enquêteur avec également le conservateur ou la conservatrice, enfin évaluer, faire le panorama, le paysage des différents acteurs qui gravitent autour du site. Et ça va être très important. Alors, à différentes échelles, autant ça peut être l'échelle locale, départementale, régionale. Bon, après, ça peut être intéressant de mettre aussi une échelle nationale, voire européenne, si le site est aussi intégré dans des programmes européens. Mais c'est surtout, ça va vous permettre ensuite de venir catégoriser les acteurs, hein, parce que quand on fait ce panorama, il est tout à fait possible de se retrouver avec plus de 100 acteurs qui gravitent. Alors, ces 100 acteurs, ça ne veut pas dire que c'est 100 groupes socioprofessionnels, hein. Ce sont 100 acteurs qui appartiennent à différents groupes socioprofessionnels. Et vous vous doutez qu'en 6 mois de diagnostic d'ancrage territorial, il ne va pas être possible de rencontrer tout le monde, tous ces groupes d'acteurs. Donc, c'est pareil, on vient via des conseils, donc des infographies défilantes, on vient vous apporter aussi des éléments sur comment on vient ensuite, donc là, c'était le socio-écosystème, on vient filtrer les acteurs qui auront donc été répartis en catégories socio-professionnelles. Nous, on a proposé 5 grandes catégories d'acteurs socioprofessionnels génériques. Cet outil, il est souple, c'est-à-dire que évidemment, chaque site a son contexte. Il est tout à fait possible de supprimer une catégorie ou d'en rajouter une autre. Ça, c'est voilà, il est souple sur ce point-là. Nous, on donne une trame qui est à suivre et on voit que ça fonctionne. Après, il est tout à fait possible de venir l'adapter, rajouter d'autres éléments, c'est tout à fait possible. Donc, quand on a cette centaine d'acteurs, donc voilà ici les groupes un peu génériques, voilà qu'on a répertoriés, il est donc conseillé de venir définir un échantillon. Donc ça, cette définition d'échantillon, l'enquêteur ne peut pas le réaliser tout seul, hein. Il faut qu'il y ait quand même l'équipe du site qui soit là parce qu'on va venir
sélectionner, privilégier certains acteurs clés par rapport à d'autres. Donc là, ça dépendra aussi du contexte de votre site, sur quoi vous voulez aussi avoir un peu plus de connaissances sur la perception de ces acteurs-là sur la réserve ou sur l'aire protégée. Donc ce travail de filtrage, il vous amènera à avoir un échantillon entre 30 et 40 acteurs clés. C'est quand même des acteurs qui ensuite vont être contactés, où il va y avoir un entretien qui va être mené, qui dure à peu près 1h30. Et dans cet entretien, on va venir les interroger sur 3 grands indicateurs, comme vous avez pu l'entendre dans la vidéo, que sont leur niveau de connaissance, d'intérêt et d'implication. Dans chacun de ces 3 grands indicateurs, vous allez avoir une déclinaison de métriques qui vont venir les interroger sur leur connaissance sur les missions du site, sur les animations, sur les interlocuteurs, leur intérêt, par exemple, par rapport à l'existence de la réserve, à leur fréquentation sur la réserve et leur implication concernant les liens, s'il y a des liens, les types de nature, la plus-value aussi de ce site sur ce territoire. Donc, en tout, ces métriques, on en a 37. Donc, ces 37 métriques, elles vont être posées via des questions lors des entretiens avec ces acteurs clés. Donc là, je suis allée rapidement, j'ai déjà donc un peu abordé le volet mener les entretiens. Lors de ces entretiens aussi, ce qui peut être intéressant, ce qu'on a développé, et ça a été développé via la thèse de Clara Terville, qui a proposé aussi de catégoriser le profil des enquêtés, des acteurs que vous allez interroger. Donc, c'est un profil pour savoir s'ils sont dans une position, on va dire, de soutien, d'opposition. Donc, il y a bien des termes plus techniques, hein, mais là, je présente vraiment en gros, d'appui, donc totalement d'opposition, ou voire même peut-être aussi de désintérêt. Donc ça, c'est un travail qui va être mené. Quand la fin des entretiens vont être réalisés, cette enquête sociologique, on va dire qu'elle va les données qualitatives que vous allez, que l'enquêteur va recueillir vont être transformées en des données quantitatives. C'est-à-dire que là, maintenant, on va vraiment rentrer dans l'évaluation, c'est-à-dire les réponses qui vont être données, apportées par chaque enquêté sur chaque métrique vont venir être, on va dire, notées. Donc là, on a mis en place un système de score de 1 à 5 pour venir justement évaluer ces réponses. Donc là, on est dans l'étape 4 qui est le renseignement du tableau de saisie. Donc là, c'est vraiment une étape clé, hein, parce que comme je le redis, on passe vraiment de la donnée qualitative à de la donnée quantitative qui va pouvoir ensuite venir vous appuyer, parce qu'il ne faut pas que se fier à cette donnée quantitative, mais qui va venir vous appuyer sur l'analyse de l'état d'appropriation de votre site par les différents acteurs, par les différents, ensuite ces acteurs, vous allez les regrouper en groupes d'acteurs comme on l'a vu dans l'étape 2, et donc sous format de graphique radar, d'analyse force, faiblesse, opportunité, menace, et ben, ils vont venir vous aider à construire donc une analyse et à faire ressortir différents axes d'amélioration. Là, je me permets d'aller un petit peu vite, mais en tout cas, ces axes d'amélioration vont ensuite être travaillés avec l'équipe du site, donc l'équipe de la réserve ou de l'aire protégée, parce que l'idée, c'est que ces derniers puissent pouvoir faire ressortir les axes d'amélioration, les objectifs qu'on a derrière, les résultats attendus dans les années à venir, et ensuite d'être intégrés dans le plan de gestion. Quand ce travail a été réalisé avec l'enquêteur et l'équipe du site, il est très intéressant, et c'est ça aussi qui fait que, hein, c'est que pendant 6 mois, les différents acteurs clés vont entendre parler de votre site. Donc évidemment, il ne faut pas juste les solliciter pour l'entretien et ensuite on ne leur fait pas de retour. Il est
vivement, enfin même c'est dans la méthodologie, indiqué d'organiser des temps de restitution pour faire du coup ressortir les différents axes d'amélioration qui sont apparus via ce diagnostic d'ancrage territorial. Et là où ça peut être le plus intéressant, c'est que ce temps de restitution pourra aussi permettre de constituer possiblement des groupes de travail avec tel groupe d'acteurs qui souhaitent améliorer leur implication, leur connaissance, leur intérêt vis-à-vis du site. Donc, il y a évidemment l'étape aussi de rédaction de rapports. On s'est permis aussi de mettre cet élément-là par rapport aussi à des stagiaires, si c'était donc des stagiaires qui réalisaient ce diagnostic d'ancrage territorial. Mais même, il est tout à fait utile d'avoir un rapport sur le diagnostic d'ancrage territorial par site. Pourquoi ? Parce qu'après le diagnostic d'ancrage territorial sur l'année N, il va y avoir différents suivis qui vont être mis en place. Alors, cette étape de suivi, on est encore en train de l'expérimenter. Pourquoi ? Parce qu'on était dans la première méthodo à se poser la question de faire un suivi 1 an après le diagnostic d'ancrage territorial. Sauf qu'1 an après, ça peut quand même être délicat d'avoir déjà lancé des actions. Enfin, voilà, les actions seront peut-être lancées, mais peut-être pas forcément réalisées, enfin, comme on avait mis l'objectif. Par contre, ce 1 an après peut être intéressant. Pourquoi ? Parce que ça peut permettre aussi aux gestionnaires, quand vous êtes lors de l'évaluation d'un plan de gestion et qu'ensuite il va falloir venir terminer la rédaction, et bien de se remettre dans le DAT, de se le réapproprier et de pouvoir faire des retours d'expérience aussi avec Réserve naturelle de France, avec d'autres sites qui réalisent un diagnostic d'ancrage territorial. On étudie surtout la possibilité de faire un suivi 5 ans après, qui rentrerait aussi dans un peu le bilan, aussi le suivi qui peut être fait dans le cadre des plans de gestion, bilan un peu à mi-parcours. Et puis ensuite, on invite 10 ans après à revenir sur la réalisation d'un autre diagnostic d'ancrage territorial pour justement venir évaluer si les actions, les objectifs indiqués dans vos plans de gestion sur l'ancrage territorial ont été réalisés, oui ou non, et pourquoi. Donc voilà, voilà en gros les différentes étapes, si je peux aller rapidement. Hein. Ensuite, évidemment, il n'y a aucun souci pour revenir plus en détail sur chaque étape, peut-être sur des temps en bilatéral ou sur d'autres temps. Je me permets de revenir sur la présentation. Nous, les perspectives sur diagnostic d'ancrage territorial, donc comme l'a cité un peu la vidéo, hein, c'est que d'ici 2030, sans réserve naturelle et réaliser un diagnostic d'ancrage territorial, mais également aussi de développer une offre de formation pour accompagner gestionnaires et enquêteurs dans la mise en œuvre. Justement, sur ce point-là, ça a été un oubli sur la diapo. Nous allons lancer une formation du 19 au 21 septembre qui sera portée par l'Office français de la biodiversité, donc sur 2 jours et demi, sur l'ancrage territorial, sur les différents outils qui peuvent être aussi appliqués. Nous, bien sûr, on va présenter le diagnostic d'ancrage territorial, mais il peut y avoir aussi d'autres manières d'évaluer et de mieux connaître son état d'ancrage. Donc voilà, il y aura une formation donc, qui sera proposée à destination des gestionnaires en septembre 2022. Donc on fera une communication et je transmettrai aussi les informations à Julie ou Sophie pour qu'il y ait aussi un relais au niveau du réseau des gestionnaires d'Occitanie. Concernant les enquêteurs, pour le moment, c'est un accompagnement qui est plus ponctuel de ma part et via également le groupe de travail ancrage territorial au sein de Réserve naturelle de France, où là, on fait aussi un accompagnement et on souhaite réunir l'ensemble des sites réalisant un diagnostic d'ancrage territorial pour qu'il y ait des retours d'expérience, pour qu'il y ait des conseils, et c'est toujours enrichissant. Je pense que vous en doutez vu que vous participez au café, hein, de pouvoir savoir ce qui se passe ailleurs, comment ils ont traité telle thématique, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on enrichit d'année en année avec les sites qui réalisent des DAT au sein du groupe de travail ancrage territorial.
un déploiement, comme je l'avais cité, adaptation de l'outil à d'autres types d'aires protégées. Et puis également, on a cet objectif de faire un partenariat donc, avec la recherche, les sciences sociales et humaines, pour travailler sur l'apport d'un bon état d'ancrage sur la conservation des aires protégées. Donc ça, c'est tout un travail qui va progressivement se construire. Et puis, les 2 derniers points, là, c'est ce qui est normal, hein, c'est que Réserve naturelle de France, nous centralisons les informations. Alors, bien sûr, ce sont des informations anonymes, hein, on ne demande pas les différents contacts des acteurs enquêtés. Par contre, on centralise pour pouvoir avoir aussi une évaluation à l'échelle nationale, avoir une connaissance sur, par rapport au groupe d'acteurs sur leur niveau donc, de connaissance, d'intérêt et d'implication. Donc ça, c'est tout un travail que là, qu'on mène sur la centralisation et la bancarisation des données. Et enfin, cet objectif de développer et donc d'animer un réseau dédié à l'ancrage territorial des aires protégées. Donc voilà, c'est vraiment un projet qui encore a de beaux jours devant lui, hein, parce que tout ne sera pas mené en 2022. Mais voilà en tout cas ce que Réserve naturelle de France a travaillé en lien avec la LPO France pour proposer aux gestionnaires cet outil pour évaluer l'état d'ancrage de son site. Merci. Merci Katia pour cette présentation détaillée. Est-ce qu'on peut, la boîte à outils est disponible, il me semble, hein, on peut mettre éventuellement le lien peut-être dans le chat. Je ne sais pas si elle est pour que les participants du coup puissent ensuite cliquer dessus et aller voir un peu plus près s'ils le souhaitent. Oui, tout à fait. Alors, je vais mettre le lien sur le chat. Alors, vous allez arriver donc sur la première page de la vidéo, comme on a pu le voir. Et puis, en bas, enfin, je vais remettre peut-être le partage d'écran. Hop, donc, je vais vous donner là ce lien ici. Et donc, en bas à gauche, vous avez découvrir la méthodologie. Évidemment, on souhaite avoir un suivi de qui consulte cette boîte à outils et qui l'utilise. Hein. Donc, je vous remercie si vous souhaitez vous lancer dans un diagnostic d'ancrage territorial de bien vouloir me contacter, voilà, pour qu'on assure le suivi. Donc, n'hésitez pas, il faut simplement faire s'inscrire. Ça renvoie vers un formulaire qui demande tout simplement vos coordonnées, nom, prénom, le site de l'espace, enfin de l'aire protégée. Et puis ensuite, vous obtenez un mot de passe qui est valide ensuite pour chaque connexion. Hein. Donc, après, pour la deuxième connexion, vous n'avez pas besoin à nouveau de vous identifier. Donc, je vous le mets dans le… Merci Katia. Ensuite, je vous propose peut-être qu'on prenne 1 ou 2 questions si vous en avez, qu'on passe directement à la présentation de Frédéric qui va rentrer justement sur un retour d'expérience terrain, comment il a mis en place ce diagnostic sur sa réserve et qu'on groupe les questions en fin de café. Aujourd'hui, voilà, c'est un peu spécial par rapport à d'habitude, mais vu qu'il y a vraiment la présentation générale de la méthode et ensuite un retour d'expérience terrain, voilà, ça me paraît intéressant d'écouter les 2 présentations avant de pouvoir rentrer dans les détails des questions. Il y a une sonnerie de téléphone derrière, oui. Donc du coup, Vincent ? Oui, c'était moi le téléphone, désolé, donc je l'ai arrêté à temps. Je voulais savoir si cette méthodologie a été utilisée pour la phase de création d'une réserve. On a 2 projets dans le département, donc même si ce n'est pas le département, c'est-à-dire l'institution qui mène ce projet, mais je voulais savoir si ça avait été expérimenté et si quelque part il y avait des enseignements qui étaient sortis de cette phase particulière pour cet outil particulier. Alors, pour le moment, non. On n'a pas, à ma connaissance, de cas de réalisation d'un diagnostic d'ancrage territorial pour la création d'une réserve. Par contre, c'est tout à fait faisable. Il y aurait quand même un travail peut-être à revoir sur les différents peut-être métriques et les différentes questions. Mais c'est envisageable et ça, ce sont des différents cas qui nous intéressent pour justement tester cette méthodologie.
Donc, toutes mes excuses, je n'aurai pas de retour d'expérience. Pas d'excuses, hein, c'est une information importante. Ça me va très bien. La réponse est très claire. Merci. Une autre question, peut-être, avant de passer à la présentation de Frédéric? Non? Bon, ben, Frédéric, je vais partager mon écran et te laisser te présenter et présenter ton retour d'expérience, et on prendra du coup l'ensemble des questions en suivant. Frédéric, tu es là? Ah, si on a perdu Frédéric, ça va être plus compliqué par contre. Zut, alors, une deuxième question, non? En attendant le retour de Frédéric. Oui, j'en ai une encore. Merci Vincent. Toujours Vincent. Est-ce que pour la mise en place de la méthodologie, vous avez justement un appui de sociologue ou apparenté? Oui, tout à fait. C'est vrai que je suis allée rapidement, mais cette méthodologie, donc, elle a été construite avec un comité de pilotage qui était composé justement alors de géographes. On a eu 2 géographes, dont Clara Terville, un chercheur en sciences humaines et sociales de l'université de Reims. Et ce comité de pilotage, alors maintenant on l'intitule maintenant groupe de travail, mais voilà, géographes et chercheurs sont toujours présents. Et justement, on suit aussi des différentes thèses qui sont menées. Alors, c'est pas du tout sur votre région, c'est en Bretagne et en Haute-Savoie sur l'acceptation. Et ça, c'est aussi très intéressant pour nous, parce que maintenant, ce qui nous intéresserait aussi à développer, ça serait des pistes aussi d'outils pour améliorer justement la communication, parce que c'est souvent la communication qui fait défaut dans les retours sur les diagnostics d'ancrage territorial. Donc, en tout cas, on est vraiment suivi par des géographes et un chercheur. Et dans les perspectives que je vous citais, c'est vraiment un objectif fort, et même vis-à-vis par rapport au live stratégie nature qui va être porté, qui est porté par l'Office français de la biodiversité, de pouvoir aussi développer une action sur la recherche vis-à-vis de l'ancrage, sur la sociologie, etc. Ouais, ça, c'est un objectif fort pour RNF. Ouais. Et si je peux ajouter quelque chose, on va dire l'écrasante majorité des gestionnaires d'espaces naturels, donc quelque part je fais partie aussi, on a tous été formés sur les sciences naturelles, au sens large du terme noble, et pas sur les sciences sociales. Et c'est vrai que ça peut nous manquer dans certaines configurations d'anticiper certaines situations, voire conflits. Si on n'a pas un peu de bouteille derrière, parce que ça nous est arrivé, ou on a un bon copain qui nous a raconté un drame local, c'est vraiment quelque chose qui peut manquer d'avoir soit une formation, soit une sorte de sensibilisation à ce qu'on pourrait appeler un dialogue social, pour rester peut-être un peu vague, mais c'est un peu comme ça que je le sens. Merci Vincent et Katia. Voilà, Frédéric est revenu. Du coup, je vais te laisser te présenter, faire ta présentation, et on prendra l'ensemble des questions, donc du coup, en suivant ta présentation. Vous m'entendez du coup? On t'entend. Est-ce que vous voyez le partage d'écran? Oui, je le vois. Parfait. Oui, et on t'entend très bien. Ok. Je vais rebondir, donc désolé. Je vais essayer de laisser la caméra parce que c'est plus plaisant pour ceux qui suivent d'avoir quelqu'un en face plutôt que juste un son. Je l'éteindrai si je redisparais de l'écran. Et pour faire l'introduction par rapport à ce que vous venez de dire, effectivement, on était tous, et c'est un peu le biais de ma présentation, c'est qu'on est tous plutôt formés aux sciences naturelles et pas trop aux sciences sociales, et le travail sur l'ancrage a permis, en tout cas nous a permis à nous d'aller travailler avec un étudiant en l'occurrence, et puis une méthode qui était plutôt une méthode des sciences sociales. Et c'est toute la notion de socio-écosystème que Katia a abordé tout à l'heure qui est nouveau pour nous et qui place l'homme au milieu de son territoire, et qui est tout l'enjeu, à mon avis, de notre avenir dans les aires protégées. Voilà. Donc bonjour à tous, moi c'est Frédéric Barbe, je suis conservateur de la réserve naturelle régionale du massif du Pied d'Est, Aouillette, parce qu'on dit Aouillette.
Non, et c'est dur à dire du coup. Et donc c'est basé dans les Hautes-Pyrénées, dans notre région Occitanie. La diapo d'après, Julie, juste pour montrer la représentation en carto et la localisation de notre réserve par rapport aux autres. Ça, c'est une carte issue de la région avec à la fois la représentation des parcs nationaux, des PNR, des réserves nationales et des réserves naturelles régionales, comme la nôtre, du coup. Aujourd'hui, il y en a 14 réserves naturelles régionales pour plus de 12 000 hectares de surface protégée. Voilà. J'en dis pas plus, vous savez à peu près vous repérer, je pense, dans la région. Donc voilà, donc là, la diapo d'après montre donc notre contexte plus local avec cette carte qui présente en aplat vert là, les limites de la réserve naturelle régionale qui représente un peu plus de 5 000 hectares. Au sein de cette réserve naturelle régionale, il existe ce qui est figuré en pointillé vert. Il existe donc une réserve biologique intégrale donc gérée par l'ONF au sein de qui est la résultante de la politique environnementale de l'ONF sur la protection et la libre évolution des forêts. Donc on a plus de 1000 hectares de réserve biologique intégrale au sein de notre réserve naturelle régionale. Donc déjà on complexifie, c'est une réserve dans la réserve. On continue, en dézoome un petit peu, on a en pointillé noir le site Natura 2000, c'est une ZSC de plus de 7000 hectares que nous avons également en animation et qui prend du coup l'intégralité des deux réserves que je viens de citer. Et pour faire encore plus dans le contexte un peu plus général, là c'est pas cité, là, Lourdes n'est pas localisée ni Argelès-Gazos, mais il faut comprendre que Lourdes est au niveau de la légende qui s'appelle périmètre des communes du Sivu. À ce niveau-là, on a Lourdes, donc on est vraiment à l'entrée de la vallée des Gaves qui s'appelle vallée des Gaves et qui mène à Argelès-Gazos, avec donc avec Lourdes, du coup, c'est-à-dire Lourdes, c'est du tourisme religieux de masse, on va dire, proche de la réserve, donc avec une grosse fréquentation touristique à ce niveau-là. Lourdes se veut de plus en plus avec un tourisme vert, hein, ils y travaillent. Mais en tout cas, le contexte fait qu'on a déjà une grosse fréquentation de ce territoire, de nos territoires voisins, on va dire, avec la présence de Lourdes. Et puis après, un grand passage, on va dire, de touristes devant la réserve, mais qui ne s'arrêtent pas et qui vont aller chercher les grands sites des Hautes-Pyrénées, puisque la vallée des Gaves, c'est l'entrée pour aller sur le pont d'Espagne, sur Cauterets, sur Gavarnie, etc. Voilà. Donc finalement, je vous parle d'une grande réserve, mais on est plutôt discret, on se fait plutôt discret sur notre territoire, au vu des grands sites qui sont autour de nous, tout simplement. Et dans la façon de fonctionner, non, je suis toujours sur une diapo, désolé, sur la façon de fonctionner, c'est sur le territoire. Donc moi, je travaille pour un CIVU, c'est une collectivité territoriale qui regroupe 9 communes, et on verra aussi les atouts de travailler pour une collectivité lorsqu'on est gestionnaire d'espaces naturels. Aujourd'hui, on est 6 agents, on a un comité d'élus, donc un comité syndical qui regroupe 18 élus des différentes communes. Et donc la réserve a été créée, la régionale a été créée en 2012, et ce territoire était déjà reconnu réserve naturelle volontaire depuis 1994, exactement. Voilà. La ZDC est créée en 2005, et pour le contexte un peu plus général, en termes d'occupation du sol, on est vraiment sur une partie forestière assez présente, avec plus de 70% de forêt sur le massif. Alors là, l'occupation du sol de 70%, c'est pour le territoire de réserve naturelle régionale. Hein. Donc sur les 5000 hectares, on a environ 70% de forêt et 30% de milieux ouverts composés de landes, de pelouses, de milieux rocheux, assez conséquents aussi, puisque quand on calcule la surface en 3D de la réserve, on passe de 5000 à 6500 hectares, donc ça vous montre bien qu'on a pas mal de falaises. Et après, les milieux ouverts sont plutôt, ou même la totalité, sont en estive, en altitude, et on a une grosse activité pastorale encore aujourd'hui, malgré le fait qu'elle soit en déprise, avec un peu plus de 5000 têtes qui pâturent chaque année sur le massif. Voilà pour la première diapo. Donc effectivement, nous avons participé, comme l'a annoncé Katia, donc à l'expérimentation plutôt en fin de période d'expérimentation de cette méthode de diagnostic d'ancrage territorial qui date pour nous d'un engagement en 2019 ou 2020. C'était en 2020 que nous avons réalisé ce diagnostic. Et on faisait partie de ce lot de 5 sites qui venaient
bénéficiait déjà de tout ce travail fait en amont par RNF et les autres sites expérimentaux, d'une méthode plus ou moins déjà stabilisée. Donc nous avons tout de même pu mettre en place une méthode qui était une méthode en fin de travail d'expérimentation, donc une méthode qui tenait la route déjà et qui a apporté ses fruits. Après, vous verrez qu'on a essayé de mettre en place 2-3 autres outils pour tester, puisqu'on était quand même en test, donc on pouvait se permettre d'aller chercher d'autres types de méthodes, ou en tout cas d'autres types d'analyse de cette méthode. Mais en tout cas, pour débuter, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a été très bien encadré, d'une part par le fait qu'on soit site expérimental. Nous avions donc un Master 2 de 6 mois justement dans le domaine des sciences sociales pour nous aider à le réaliser. Et d'autre part, nous avions une assistance de la part de la LPO, donc à l'époque, qui travaillait avec RNF, qui était missionné pour suivre ce dossier-là, et une assistance à distance, c'était l'ordre d'un appel tous les mois, mais c'était intéressant, nécessaire, et ça a permis de porter ses fruits, je pense. Voilà, donc l'ancrage territorial pour nous, je vais vous présenter ces 3 types de défis, en fait. Le défi contemporain, c'est juste encore la diapo d'avant, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est le défi contemporain, dans le sens où aujourd'hui nous avons un autre défi, comme on le disait, avec la place de l'homme dans la nature et sa prise en compte et le compromis qu'on doit faire par rapport à nos défis d'aujourd'hui, tout simplement. Puis après, c'était un défi méthodologique. Le diagnostic d'ancrage territorial, c'était pas si évident que ça d'aller s'insérer dans l'objectif de ce diagnostic porté par RNF, c'est de s'inclure dans un plan de gestion et de s'immiscer, de s'introduire dans une méthode de tableau de bord qui existe déjà par le fait que lorsqu'on rédige des plans de gestion, qu'ils soient en réserve naturelle ou ailleurs, le guide méthodo des tableaux de bord d'espaces naturels peut être déployé ailleurs que sur des réserves naturelles. Eh bien, en fait, le défi était d'aller inscrire ce diagnostic dans ce travail déjà conséquent, qui est le travail de plan de gestion et de tableau de bord qui a quelques années que nous avions nous déjà mis en place. Et donc, je le dis maintenant parce que s'il faut, je vais l'oublier. Par rapport à d'autres sites tests, nous sommes, nous, aujourd'hui dans une phase d'élaboration du plan de gestion qui a déjà débuté depuis 1 an. Et donc, ce diagnostic est arrivé à la fin d'un premier plan de gestion et à la naissance du nouveau. Et cette période-là, pour moi, elle était très opportune. Voilà. C'était très opportun d'aller chercher ce moment-là plutôt que de le faire en plein milieu d'un plan de gestion. Dans le sens où les conclusions, toujours pareil, les conclusions de diagnostic, les enjeux, les propositions d'opération que vous allez mettre en place, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est l'insérer dans votre plan de gestion pour pouvoir l'appliquer rapidement. Si vous le mettez en place au milieu d'un plan de gestion, il va falloir attendre. Il va falloir attendre, et les gens que vous avez rencontrés, avec qui vous avez défini des enjeux, avec qui vous avez pris beaucoup de temps, pourraient ne pas comprendre le manque de réactivité de votre part si vous ne mettez pas en place rapidement les opérations définies ensemble. Voilà. Et enfin, un défi dans la gestion, mais c'est ce que je viens de dire tout simplement. Donc, ma présentation elle se développe comme ça en trois volets. Donc, la première diapo, du coup, je lis, c'est sur le défi contemporain qui est l'ancrage territorial. L'ancrage territorial, ça peut paraître comme un mot valise. C'est rarement défini, mais c'est souvent utilisé. L'ancrage territorial, c'est tout simplement une étude qui est nécessaire pour faire du lien entre le tissu épais, conséquent que vous avez autour de votre territoire d'espace naturel. L'habité n'est pas un élément de protocole. Les notions qui sont connexes à ce diagnostic d'ancrage, ça va être la notion d'appropriation et la notion d'attachement. Voilà. Ça, c'est intimement lié au processus d'ancrage territorial. Et je suis désolé, il faut faire la diapo d'après. Et donc, merci. Et donc, l'ancrage, en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va vous garantir une relation de confiance entre vous, gestionnaire, et le tissu que vous avez autour, que ça légitimise, ou en tout cas, ça rend plus efficace les actions, puisque vous n'êtes pas tout le temps opérateur d'une opération, mais parfois, c'est vos partenaires qui sont maîtres d'œuvre de l'opération pour le bien de la réserve, et donc, ça va être plus efficace que d'avoir des bonnes relations. Et donc, un ancrage territorial réussi, ça passe par là. Et enfin, ça contribue à la pérennité de la réserve et le soutien des acteurs. Voilà.
La diapo d'après, du coup, Julie, merci. Là, c'est juste une diapo pour expliquer un petit peu le marqueur de transition qui est l'ancrage. C'est un marqueur assez récent dans notre vie, entre guillemets, de connaissances que nous avons des gestions des aires protégées. Si on revient un peu dans le temps, la première aire protégée créée dans le monde, c'était Yellowstone, c'était aux États-Unis, c'était en 1872. En Europe, c'est Bielowica, on a dû attendre 1920-1921 pour la création de cette première aire protégée. Donc déjà, on a pris un peu de temps. Et puis la France, elle a pris encore plus de temps. La création du premier ministère de l'Environnement, c'est 1971. La première loi sur la protection de la nature, c'est 1976, avec notamment la prise en compte de certaines réserves qui existaient déjà en gestion privée, c'était les Sétines et c'était la Camargue. Donc gérée depuis bien longtemps, mais officialisée par un cadre réglementaire national grâce à cette loi de 1976. Donc, d'une part, on a pris du retard, ça c'est sûr, ça, on ne va pas se cacher là-dessus. D'autre part, la transition peut être encore plus brutale, peut-être pour nous, dans le sens où on passe d'une gestion du coup qui était dite ségrégative, on va dire, toujours connue comme cela, c'est-à-dire l'homme est une menace pour la nature, c'est ce qu'ils utilisent comme le mot wilderness aux États-Unis est utilisé pour définir cela, à une gestion qu'on a notée intégrative, où là, l'homme fait partie de la nature et doit être intégré dans ce qu'on appelle, du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, le socio-écosystème, tout simplement. Voilà. Donc, le marqueur, il est récent pour l'ancrage territorial, et c'est un vrai défi que d'essayer de l'approprier au mieux et de ne pas rater le coche. Surtout ça. C'est en ce moment, il ne faut pas rater le coche. Donc, quand la proposition d'RNF, l'objectif que se donne RNF d'aller valider 100 DAT dans les réserves naturelles et les propositions aussi d'aller au-delà des réserves naturelles et de continuer cet ancrage ailleurs, c'est maintenant qu'il faut le faire, je pense. Hein, c'est maintenant qu'il faut le faire, puisqu'en fait, les enjeux environnementaux, ils sont saisis par tout le monde, pas que ceux qui sont gestionnaires d'espaces naturels. On le voit bien, les discours qu'on a autour de nous, les rapports du GIEC, tout ça fait que en fait, les personnes sont de plus en plus sensibilisées, je pense, les habitants, les riverains. Et nous, on doit être à la hauteur de l'enjeu qui est un enjeu fort pour notre territoire. Et donc, l'ancrage en fait partie. Voilà. Et donc là, on passe à la méthode. Maintenant, le défi méthodologique. Là, vous avez un petit peu tout ce que vous a présenté en fait Katia tout à l'heure avec la boîte à outils qui est mieux présentée. J'ai essayé de le faire en une diapo avec des couleurs, simplement pour vous expliquer comment s'est passé ce travail. Le premier, donc, ça a été la définition des différents acteurs partenaires qui ont été sondés. Il faut comprendre que vous avez dans l'objectif, je ne sais pas si vous l'avez bien compris, mais dans l'objectif de diagnostic, vous allez choisir des partenaires. Hein, c'est pas, ils sont limités, le nombre est limité, le choix il est très important. Donc vous devez lister l'ensemble des acteurs potentiels que vous avez envie de sonder, d'interviewer. Et après, le temps va vous limiter dans le nombre maximum. Et puis après, il y a forcément une borne aussi plancher, puisque du coup, il y a un minimum à obtenir pour avoir quand même des données assez significatives. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un entretien, en fonction de la personne, ça peut passer vous pouvez passer juste simplement 1 heure avec lui, comme il restait 3 heures. Donc, c'est vraiment un travail à part, un travail conséquent, qui doit se faire par une personne indépendante du gestionnaire, comme on l'a dit tout à l'heure. Un stagiaire de Master 2 pour nous, c'est très bien passé. C'était le bon niveau pour nous. Donc au final, nous, on a eu 41 acteurs qui ont été interviewés. Deuxièmement, la base de données que vous voyez là, c'est fourni, hein, ce que disait Katia. Dans cette boîte à outils, on a quand même pas mal de choses qui vous sont livrées, clés en main. Sincèrement, après l'avoir fait, je peux vous dire que vous travaillez quand même dans un fauteuil assez confortable. Hein. Là, vous ne partez pas n'importe où, hein. Vous êtes très cadré. Et c'est très, très rassurant du coup, de faire comme ça. La base de données, donc ça vous sert du coup à enregistrer l'ensemble des informations qui sont soit des réponses à des questions déjà prévues et qui répondent, comme on l'a dit, à des métriques, à des indicateurs. Les indicateurs sont réfléchis en amont, évidemment, pour mieux évaluer le diagnostic à la fin. Et deuxièmement, ça permet aussi de saisir toute l'information qualitative
qui, cette fois-ci, ne répond pas à des questions, mais qui est important aussi de traiter. C'est-à-dire, et c'est là où on a fait appel à des gens qui sont compétents là-dedans, c'est-à-dire des gens qui savent mener des enquêtes socio-économiques. Là, on appelait ça une enquête semi-directive. C'est-à-dire que c'est des gens qui arrivent au-delà de l'échange et des questions, de noter les réponses aux questions. C'est des gens qui savent comprendre, mettre à l'écrit, pas forcément les non-dits, mais déjà les non-dits, mais également mettre à l'écrit ce que les gens essaient d'exprimer par simplement des questions. Des fois, vous avez la réponse, et puis vous avez des gens qui s'étendent pendant une demi-heure sur la réponse. Et ça, c'est hyper intéressant. Et ça permet de débuter justement de définir ce qu'on appelle les profils cognitifs. Là, c'était le travail que ces profils cognitifs, c'est ce qu'a énoncé Katia tout à l'heure. C'est issu d'une thèse en fait de Clara Terville qui était 2000, je ne sais plus, je vais dire une bêtise, mais c'était il y a longtemps, c'était en 2005, je crois, en 2006, je ne sais plus, qui était financée par RNF et qui avait le but justement de travailler un petit peu sur la relation de l'homme et de son territoire dans les aires protégées. Et une des conclusions était, une des propositions d'action en tout cas, c'était de travailler sur ces profils cognitifs des gens qui sont en lien avec ce territoire, à les mettre dans des cases, entre guillemets. J'ai une diapo après pour le présenter, et ainsi connaître un petit peu, mieux les profiler, c'est pour essayer de mieux travailler derrière avec eux, tout simplement. Et même si c'est limitant, on va dire, de les mettre dans des cases, et 4 en l'occurrence, puisqu'on a les contraints, les territoriaux, les environnementaux et les fédérateurs. Voilà. Donc, je vais passer la diapo d'après. Merci. Du coup, la diapo d'après, c'est simplement pour vous montrer comment est foutue la base de données. Concrètement, nous avons donc des questions qui sont citées. Donc, ça, au moins, on ne peut pas les rater. On a les métriques qui sont annoncées. Et donc, tout ça, ça défile. Hein. Donc, les questionnaires sont préparés comme ça. Et à la fin, du coup, vous avez une analyse qui est plutôt facile. Ça, c'est pour tout ce qui est déjà, on va dire, fourni par la boîte à outils dont on vous a proposé tout à l'heure. Donc ça, à la rigueur, je peux passer rapidement sur cette diapo et m'attarder sur d'autres. Donc là, il y a une diapo qui revenait pour expliquer la partie de droite il y a écrit « outils hors protocole ». Vous voyez. Donc là, c'est des choses que nous avons aussi testées au-delà de la méthode de la boîte à outils RNF qui vous est proposée aujourd'hui, pour savoir si on pouvait aller au-delà. Concrètement, il y avait soit le jeu de représentation paysagère. Non, reste là-dessus juste une seconde, s'il te plaît, et après je vais enchaîner sur juste celle-ci. Là, parce que du coup, je n'ai pas le pointeur, mais là je parle de l'analyse géographique qui est ici. C'est un jeu de reconstruction spatiale en fait. Donc les gens doivent chacun, voilà, c'est celle-ci, chacun avec ses petits blocs là tout simplement représenter ce qu'est la réserve pour eux, avec le vert qui est la forêt, le jaune qui est les pâturages, etc., etc. Et en fait, vous prenez des photos de cette représentation spatiale qu'ils ont chacun de leur territoire, et après on essaie d'analyser ça. Donc dans le rapport, c'est analysé, je vous laisserai le lire si vous êtes intéressé, mais du coup, il faut comprendre que tous ces petits outils viennent en plus de la boîte à outils, et des choses qui sont en fonction, c'est à prendre en fait en fonction de votre territoire, si vous avez déjà fait, si vous êtes intéressé ou pas à le faire. Exemple, ce qui est écrit au-dessous, là, c'est AMF, là, c'est un concours photo que nous avions déjà réalisé pendant plusieurs années. Donc chaque année, on a un thème sur le concours photo, et donc on a reçu des photos de gens, et au-delà de ces simples actions de valorisation, de communication du site, on s'en est servi pour analyser la représentation que les gens, photographes, avaient de notre territoire. Hein, donc on analyse la photo, et on dit si, parce que les thèmes, par exemple, c'était la réserve et moi. Donc comment, en fait, vous ressentez. On était déjà un petit peu dans l'axe ancrage territorial avec ce thème-là, mais du coup, on a su analyser ça. C'est-à-dire, est-ce que les images sont plutôt un imaginaire territorial enchanté, ou stéréotypé, ou fantasmé, etc. Donc, on a essayé d'analyser les photos en fonction de ça. Donc, ça, c'est un petit plus par rapport aux choses qu'on avait. Quoi dire d'autre? La carte du milieu, c'est pareil, paysage, c'était pour représenter un petit peu les différents versants du massif. Et donc, on demandait à chacun de citer en fonction de son versant. Et donc, vraiment, la réserve est assez grande. Donc, on localisait par grand site. Donc, on avait le versant nord, le versant sud, pour localiser, pour interpeller, on va dire, les acteurs interviewés et leur demander de donner les points
emblématique de ce versant-là, emblématique pour eux, hein, d'après leur activité. Hein, c'est le pâturage, il va tout de suite nous donner les noms de quartiers d'estive. Le chasseur va nous donner chaque nom de cailloux, parce qu'il nomme énormément de choses. Et après, les gens, les riverains, habitants ou lointains, vont nommer les grands pics, etc., qui sont repérables de très loin. Et ainsi, en fait, en fonction du nombre d'occurrences, on va avoir, si vous voulez, les emblèmes paysagers du massif, tout simplement. Voilà. La diapo d'après, c'est par contre une diapo. Julie, tu peux mettre la diapo d'après, s'il te plaît, merci. Du coup, la diapo d'après, ça fait partie de l'outil. C'est un travail, encore une fois, de cartographie. Ce qu'il fallait, le jeu, là, c'était simplement d'aller présenter une carte avec une photo aérienne sans limite, sans rien. Vous balancez une photo aérienne comme ça. Et les gens, chaque acteur, viennent dessiner les limites de la réserve naturelle en fonction de la connaissance qu'ils ont de ces territoires. Donc chaque ligne blanche que vous voyez là est le trait donné à la volée comme ça par un acteur. Donc après, on a cumulé l'ensemble de ces 41 acteurs. Ça fait 41 contours comme ça, blancs. Et après, on a vu les tendances. Voilà, les tendances que ça pourrait donner. Là où il y a les erreurs, souvent les erreurs. Là où souvent c'est très bien identifié. Et bon, concrètement, il est facile de dire pour nous, en tout cas, que c'est facilement identifiable. Les limites sont facilement identifiables quand on touche facilement à des zones urbanisées. C'est le cas du versant sud, avec Argelès, la vallée d'Argelès, la vallée du Bergonce, où ils ne sont jamais trop plantés, puisque en fait, c'est très simple. Hein, le privé, dès qu'on passe en public, on est en réserve naturelle, et la limite avec le privé, c'est un peu la limite de la réserve naturelle. Donc, le versant sud, c'est très simple de se repérer. Le versant nord, plus ou moins, et puis après, surtout, il faut savoir que nous sommes en limite de département, en limite de région également. Donc à gauche, vous voyez de la carte écrit Béarn, on est dans le 64. Et donc là, par contre, personne ne sait trop où est la limite. Vous voyez, c'est le cœur du massif. Bon, on met un trait comme ça, puis on verra bien. Et donc bon, voilà, ça montre un petit peu la connaissance qu'eux ont de notre territoire, forcément proche en fonction de c'est fidèle en fait en fonction de leur activité, hein, s'ils sont forestiers, s'ils sont éleveurs ou simples randonneurs. Voilà, donc c'est des éléments comme ça qui sont intéressants et qui vous permettent d'avancer sur la connaissance du territoire. Et enfin, Julie, donc tu peux passer 2 diapos, c'est là où il y avait un couac, je crois. Voilà, c'est là, parfait. Non, celle d'avant, celle d'avant, Julie, merci. Très bien, c'est ça. C'est parfait. Et donc, celle-ci, c'est pour vous montrer ce qu'on a pu faire, nous, en plus, par rapport au travail déjà proposé dans la boîte à outils, qui était le fait de définir des profils cognitifs. Donc, c'est-à-dire que, si je reprends depuis le début, là, donc on a les rouges, là. Donc, on sait par les rouges, donc c'est le groupe des contraints. Donc, 7 acteurs ont été définis comme tels sur les 41 qui ont été interviewés. Les contraints, c'est des gens qui ont une posture de rejet, qui est assez affirmée ou latent. En tout cas, rejet par rapport à la réserve. Hein. Peu de choses pourront les faire changer. Certaines choses pourront quand même les faire changer, et c'est à nous justement d'aller essayer de travailler sur ces points de changement. En jaune, on a ce qu'on appelle les territoriaux. Il y en a 14 là qui représentent 34% des gens sondés et qui sont d'apparence neutre. Les territoriaux adaptent leur posture au regard de la réserve en fonction du contexte territorial, tout simplement. Ce qui est différent donc, des 2 autres tout de même. Donc le premier, c'est les fédérateurs en bleu. Eux également sont en nombre de 14. Et c'est un intermédiaire entre le territorial et l'environnemental. Les fédérateurs, eux, ont un point d'amarrage, d'ancrage territorial sur la réserve, tout de même, qui est assez fort, mais qui sont plutôt favorables. Hein. Il faut comprendre que les fédérateurs sont plutôt favorables au territoire et au classement de ce territoire-là, mais ne sont pas non plus environnementaux, puisque les environnementaux ne sont pas très nombreux au final, ils ne sont que 6 sur les 41 sondés, et eux, ils sont des fervents défenseurs et des objectifs environnementaux. Spécialistes ou amateurs, ils changeront rarement non plus de case, on va dire. Et donc ça, c'est dans la boîte à outils. Ça vous permet, on va dire, le travail d'analyse de ce questionnaire vous permet d'aller définir les différents profils cognitifs de personnes sondées.
Ce qu'on a essayé de faire ici, en plus, c'est au regard des échanges qu'on a eu avec les personnes, donc l'information qualitative venait apporter l'information sur des dates. Le moment où ça a commencé à coincer, par exemple, c'est-à-dire un territorial qui est devenu contraint, ou le contraire, un territorial qui est devenu fédérateur. Et donc ça, on a su borner facilement, on va dire, par rapport à des dates clés de notre vie de réserve naturelle. Donc ça, la frise chronologique débute en 1990, là où notre syndicat est créé. En 1994, c'est la création de la réserve dite volontaire, où là, on voit un grand nombre de territoriaux. Déjà, des gens qui nous parlent en tant que contraints en 1994, entre parenthèses, une réserve naturelle volontaire avec peu de contraintes tout de même, apportait peu de contraintes, mais bon, peu importe, et ainsi de suite, on avance jusqu'en 2012, où là, on passe, nous, en réserve naturelle régionale. Et donc, certains territoriaux deviennent fédérateurs, pour quelles raisons? Mais simplement, lorsqu'ils parlent, en fait, que, vous savez, lorsqu'on devient régional, on a une aide régionale, un financement régional qui n'est pas anodin, qui est une assise, une stabilité, ça nous apporte une stabilité que nous n'avions pas avant, puisqu'en tant que volontaire, on vivotait. Et donc, les territoriaux voient ça d'un bon oeil. Et d'un coup, il y a certains territoriaux qui passent fédérateurs à ce moment-là. Voilà. Et enfin, pour d'autres exemples de moins sympathiques pour nous, on va dire, c'est des PV, puisque qui dit réserve naturelle dit espace protégé, donc dit réglementation respectée, et donc dit police de la nature. Et donc parfois, effectivement, il y a des PV qui sont mis. Et quand on met des PV à des contraints, ils deviennent encore plus contraints. Et quand on met des PV à des territoriaux, ils deviennent contraints également. Voilà. Donc ça, c'est à l'inverse, mais il faut bien le comprendre pour bien l'analyser et bien avancer demain. C'est pas pour autant qu'on va s'arrêter de mettre des PV s'ils sont nécessaires, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais en tout cas, il faut comprendre mieux les personnes, et je pense que ces profils-là, cette définition de profil nous permettent, justement, au travers du bornage de ces dates-là, de comprendre les éléments clés, les dates clés, et continuer dans le compromis sans se compromettre. Voilà. Donc ça, c'est la diapo d'après, justement. On a bientôt fini, du coup. Voilà. Donc là, c'est le défi pour la méthode, c'était être en capacité de mobiliser des moyens pour les études transversales, c'est le cas. Mobiliser une approche géographique à la croisée de l'environnement et du social, j'en ai déjà parlé, c'est bien ça. Hein. Et enfin, les relations qu'ont les acteurs avec l'espace sont des moteurs directs à l'ancrage, c'est effectivement le cas, regarde toutes ces analyses paysagères qu'on a pu faire. Et enfin, la dernière partie, qui est la partie sur les choix de gestion. Donc là, j'ai mis un exemple, justement, c'est là où j'aurais dû retravailler mon diapo et mettre une autre diapo, parce que ce que vous allez comprendre, c'est qu'au regard de ce diagnostic, des enjeux qui sont définis, donc des points, on va dire, à travailler en priorité. Notre diagnostic en a ciblé 4 points, 4 enjeux vraiment prioritaires. On a su travailler sur 3 de ces 4 enjeux depuis le diagnostic. Et là, je vous ai mis le diapo sur le 4e. Donc, c'est bête, puisque du coup, j'ai aucun exemple concret de ce qu'on a pu faire. Mais je vais en parler, ça me permettra de parler des autres également. Donc, en gros, l'enjeu sur l'ancrage, c'est d'expliquer un petit peu les points de friction, parfois, là où ça coince, avec un ancrage qui ne serait pas assez, on va dire, avec une appropriation qui ne sera pas assez forte. Bon, c'est le cas évidemment des chasseurs, donc du coup c'est la chasse qui est mise sur cette diapo. Donc là à gauche vous avez des exemples, des extraits d'interviews par exemple, l'un qui dit que en gros la réglementation est discutée et non respectée, l'autre qui dit que ils ont une représentation de la réserve ennemie, hein, lorsqu'ils parlent que les randonneurs, c'est n'importe quoi, il y a plus de 10 toiles de tente, il y a des chiens partout, etc. Donc, d'une part, c'est la problématique du multi-usage de la montagne, et d'autre part, c'est une problématique liée en fait au fait qu'ils nous rejettent la responsabilité. Voilà. Et après, les risques de rupture de dialogue avec certains, puisque c'est l'acteur, c'est anonyme, hein, ça vous le saviez peut-être pas, mais donc l'enquête est anonyme, et donc ils n'ont que des numéros. Donc l'acteur 17, là, il nous dit que depuis un moment, on propose des choses, et soi-disant que le gestionnaire, du coup, balaye tout ça d'un revers de la main. Donc vous comprenez bien au travers de ces 3 exemples d'interviews que, bon, on a du boulot. On a du boulot, et ça, on le savait. C'est pour ça que je
disais que parfois le diagnostic d'ancrage territorial pointe là où ça met le doigt où ça fait mal, mais à la rigueur, ça vous ouvre les yeux sur des choses qui sont peut-être évidentes, mais soit vous n'avez pas le temps de le traiter, soit en fait vous passez à côté, ou soit de façon, comment dire, soit de manière totalement délibérée, soit c'est un réel oubli, on va dire, mais en tout cas, l'ancrage ne le rate pas. Voilà. Pourquoi l'ancrage ne le rate pas? C'est parce que ce diagnostic ne le rate pas, c'est parce que justement, c'est une personne extérieure qui le fait, ce diagnostic, c'est pas vous. Et du coup, elle a beau être stagiaire chez nous, elle ne nous a pas raté sur certains sujets, par exemple. C'est qu'elle a mis exactement dit là où il faudrait travailler pour améliorer son ancrage territorial. Et ça a du bon. Hein, ça a du bon. Donc voilà, donc pour la partie chasse, après, les autres actions, les autres enjeux qui étaient cités dans le diagnostic, qui sont l'aboutissement du diagnostic, c'était les enjeux liés donc, aux problématiques d'écobuage. On a beaucoup d'écobuage sur le territoire, et c'est un vrai problème d'ancrage territorial. Il y a les pour, les contre, et je pourrais en parler des heures, mais on va éviter. Troisième enjeu, les riverains, qu'on aurait potentiellement un peu oubliés dans nos actions de sensibilisation, d'éducation. On a une grosse politique d'éducation d'environnement avant tout auprès des riverains, mais c'est avant tout au niveau scolaire, et c'est vrai qu'il n'y a que ce type de public qui est touché. Et donc, dans les actions qu'on mène en place dès maintenant, c'est que, par exemple, nos rendez-vous animation grand public sont avant tout à destination des riverains. Les 3/4, cette année, par exemple, on a les 3/4 des animations, c'est à destination des riverains, et un peu moins, beaucoup moins, du coup, à destination des touristes d'un jour. Donc, les animations de l'été, par exemple, juillet-août, sont beaucoup moins denses que celles qu'on va proposer le reste de l'année. Voilà. Et enfin, dernier, c'est sur le comité de gestion. L'enjeu était cité comme quoi le comité de gestion était vu comme plutôt une assemblée comment dire, où on validait les choses sans forcément de débat. Il faut comprendre qu'on a un comité de gestion avec 50 membres, du coup, c'est vrai que ça fait du monde, et c'est vrai que ça fait... on peut pas parler de... Tout le monde ne peut pas avoir le même temps de parole, tous les sujets ne peuvent pas être abordés, donc bon, le choix a été fait en réponse à ce diagnostic. Dans la foulée, quelques mois après, on avait un comité de gestion. On l'a fait sur la journée, on a fait une phase de terrain qui a vraiment été intéressante, d'une part pour aller sur le terrain, mais d'autre part pour donner la parole à certains acteurs qui ont pu être valorisés au travers de ce moment dédié vraiment pour eux. Donc on avait les grimpeurs, on a eu le conservatoire botanique, on a eu 2-3 acteurs comme ça qui sont venus parler de leur métier et sur notre territoire, tout simplement, avec une problématique évidemment bien ciblée. Donc le fait de donner la parole dans ces réunions-là, le fait pour la chasse, j'en reviens à la chasse, et c'est parce que c'est pas encore fait, mais l'idée fait son chemin, c'est potentiellement d'essayer, dans la mesure du possible, de laisser certains acteurs mettre d'œuvre de fiches opérations de votre plan de gestion. On ne peut pas tout faire en tant que gestionnaire, on peut laisser la main aussi parfois, et le fait de les intégrer, forcément que ça a du bon dans l'ancrage, puisque du coup, ils se sentent acteurs de votre territoire et non plus spectateurs. Voilà pour cette diapo. Et je ne sais... Ouais, là c'est pareil, pardon, j'ai déjà dit, c'était pour faire mieux du coup. Sur les conclusions liées au choix de gestion, j'ai déjà dit, mais c'est important, il faut continuer à travailler dans le compromis sans se compromettre. C'est avant tout, je parle pour les gestionnaires d'espaces naturels protégés, qui est un vrai défi, quand on met l'homme au milieu de la nature. Ce que je disais au début, c'est un fait, c'est ce qu'il faut faire, mais c'est compliqué parfois, on le voit avec les différents acteurs et activités qui peuvent avoir une influence très négative sur votre activité. Proposition, donc pour relever le défi, c'est continuer à travailler sur ces études et diagnostics et mettre en application ces diags. Et l'accélération de l'ancrage, c'est le portage politique local. Nous, on a la particularité du coup d'être un syndicat. Alors, on n'a pas la particularité en tant que collectivité territoriale de gérer un espace naturel protégé. La moitié des réserves naturelles en France sont gérées par des collectivités et l'autre moitié par des assos de protection de la nature. Nous, on a la particularité d'être un SIVU, un syndicat intercommunal, donc 9 communes qui sont regroupées pour gérer ce territoire. On est, je crois, unique en France là-dessus. Au-delà de quelle est la différence avec une interco? C'est juste le fait qu'on ait une échelle plus petite et potentiellement, on a un lien direct entre
le maire, entre les conseils municipaux et les habitants. Et donc, ce portage politique, il est hyper important pour nous, dans le sens où il est positif, et que des objectifs politiques aussi doivent être donnés, sur l'ancrage, j'entends, et énormément de choses ont été mises en place récemment pour aller discuter, rencontrer plus souvent les conseillers municipaux, les conseils municipaux, les maires, au travers d'informations de ce qu'on peut faire au quotidien ou de valorisation de nos données à destination de ces communes. Voilà. Voilà, et là c'est juste la dernière diapo qui symbolise un peu tout ce que je viens de dire, à savoir les trois défis, contemporains, méthodaux et choix de gestion, et en bleu les trois accélérateurs. La dimension politique, la dynamique de transition qui est en cours et qu'il ne faut pas rater sur les aires protégées, et le territoire qui doit être approprié localement, notamment par les riverains. Voilà. Merci de votre écoute. Je suis prêt aux questions. Merci Frédéric. C'est super intéressant. Alors vous avez vu, j'ai un petit peu du mal à faire le maître du temps. C'est 10h30, c'est l'heure à laquelle on doit finir normalement le café, mais on n'y arrive jamais. Hein. Je crois que... mais autant Katia que toi, c'était intéressant, c'est difficile de couper. Et je pense qu'on a un petit peu de temps. Enfin moi personnellement, on peut rester un petit peu pour les questions si les participants sont disponibles. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions pour Katia ou pour Frédéric? Vincent. Désolé, mais c'est passionnant, hein, je tiens à vous remercier, et extrêmement clair. Bon, juste une petite remarque, je retiens bien là, le petit outil de témoignage par photo, par cartographie. Je pense que c'est à mon avis très, très efficace. Et je le retiens pour d'autres dispositifs qui ne sont pas aussi importants. Bon, de ce que je remarque quand même, c'est une méthode très fouillée, mais très lourde. Il ne faut pas s'y lancer en amateur, si je peux dire, sans trop se préparer. Moi, je voulais savoir quel est le temps d'encadrement de stagiaires, ou les coûts. Est-ce qu'on a des coûts, des retours de coûts pour un bureau d'études qui aurait managé toute cette grande étape? Pour moi, c'est la première question. Je vais répondre rapidement, et puis après, je pense que Katia prendra la parole, parce que pour les coûts, vu le fait que nous étions dans une dynamique d'expérimentation, le coût, pour moi, a été la prise en charge de temps d'un stagiaire, puisque le coût financier était pris en charge par RNF, même pour le recrutement du stagiaire. Donc, ça a été juste du temps pour nous. Le temps était... alors, le choix du stagiaire est primordial. Mais ça, à la rigueur, c'est pour tout le monde pareil. Deuxièmement, le temps que ça nous a coûté, sincèrement, grâce à cette méthode, et cette méthode qui aujourd'hui est vraiment standardisée, ce que je disais, c'est que le temps de s'y plonger est important, et c'est là où il ne faut pas se rater, c'est dans la prise d'information au départ. Mais après, le stagiaire, c'était particulier pour nous, puisque comme on était en expérimentation, les 5 stagiaires étaient en lien. On était 5 sites, et plus ou moins les 5 étaient en lien, et du coup étaient gagnés en autonomie grâce au fait qu'ils pouvaient échanger entre eux. Et d'autre part, on a eu une aide ponctuelle mais efficace d'Anatole, le maréchal de la LPO, qui travaillait sous couvert de RNF pour assister les réserves naturelles, qui donnait, ce que je disais là, qui donnait un temps téléphonique de 2 heures. C'était pas toutes les semaines, c'était pas tous les mois, c'est entre les deux, quoi. C'était tous les 2-3 semaines. Il y avait un point téléphonique hyper important, autant avec le stagiaire qu'avec moi. Et au final, pour moi qui était tout de même le tuteur de stage en local, on va dire, il faut donner du temps, c'est simplement ça, mais du temps, mais c'était pas énorme au début. Il faut donner du temps, l'équipe doit donner du temps lorsqu'il y a la phase de remise en fait du diagnostic auprès de l'équipe pour confronter, on va dire, les premiers résultats aux idées que sont les nôtres en tant que gestionnaire pour aller plus loin. Voilà. Donc il y a ce temps-là, en fait, il y a eu 2-3 temps comme ça qui sont prédéfinis dans la méthode, qui vous demandent à toute l'équipe, c'est intéressant, de prendre une demi-journée, donc 3 demi-journées à la fin, et concrètement c'est 3 demi-journées à la fin, et puis c'est un encadrement qui est pour nous au quotidien, mais qui est vraiment léger lorsque la personne est bien lancée, voilà, pour résumer.
pour le coût financier, c'est toi, Katia, de répondre, parce que du coup, moi, je dirais un recrutement de stagiaires est obligatoire. Je préfère aller le faire en interne que recruter un bureau d'études, pour info, même si un jour ou l'autre, les bureaux d'études seront spécialisés là-dedans, et tant mieux, parce qu'il y en a beaucoup qui en auront besoin. Mais lorsque le choix est possible, pour moi, je préfère le faire en régie, et avec cette aide-là de RNF qui était, du coup, super bienvenue et très, très efficace. Oui, bah, du coup, je complète, hein, mais tu as quand même assez bien dit. Au niveau du coût, donc c'est vrai que là, pour RNF, donc, ça a été la prise en charge de 5 stagiaires sur une durée de 6 mois, mais ensuite pour les sites en particulier, donc c'est un stagiaire sur 6 mois. Hein, donc là, on est sur la tarification en vigueur, hein, donc environ 3 600 pour les 6 mois. Après, pour un bureau d'études, pour le moment, on n'a pas été, c'est pas un outil qu'on a apporté à des bureaux d'études qui allaient ensuite accompagner des sites. Donc, pour le moment, ça n'a pas été le cas. Après, nous, on a quand même fait un estimatif justement pour vous donner une fourchette. Bon, là, on est plutôt sur du 12 500 brut. On avait fixé cet estimatif avec un bureau d'études sur 6 mois. Après, au niveau de l'encadrement, je pense que ça doit être aussi hétérogène par rapport aux réserves, par rapport au contexte, etc. Là, je vois dans les participants qu'il y a Sonia et qui a réalisé un diagnostic d'ancrage territorial sur sa réserve. Et c'est vrai que nous, on avait mis un estimatif, c'est-à-dire sur le mois 1, il faudrait un temps d'encadrement de 4 à 5 jours. Sur les mois 2 à 5, ça serait 1 à 2 jours par mois d'encadrement. Et puis, pour terminer le dernier mois, ça serait entre 4 à 5 jours. Ça, c'est une fourchette. Après, il peut y avoir aussi des cas où il peut y avoir éventuellement des difficultés pour que le stagiaire contacte les acteurs qui, voilà, par mail, ne connaissant pas cette adresse mail ou des choses comme ça, ne souhaitent pas répondre. Et donc, du coup, que le conservateur ou la conservatrice doivent relancer. Et du coup, il y a du temps quand même à prendre en compte. Après, concernant l'encadrement sur RNF, hein, donc là, comme je le disais, pour 2022, c'est un accompagnement que là, pour le moment, moi, je mène. Alors, peut-être pas au même niveau que Anatole, mais ensuite, voilà, j'en fais aussi part au groupe de travail quand j'ai plus de questions. Mais ça, à terme, en 2023, on va développer un accompagnement plus poussé, site par site, pour avoir vraiment une personne plus référente. Parce que moi, sur RNF, j'aimerais bien, mais je n'ai pas que ce dossier pour pouvoir suivre les… Là, actuellement, en 2022, on a donc 8 réserves naturelles, 7 réserves naturelles, pardon, et le parc national des Cévennes qui se lance dans un diagnostic d'ancrage. Donc, ça peut être aussi quand même assez chronophage parce qu'il faut les suivre étape par étape. Par contre, on propose, donc ça, c'est organisé pour cette fin du mois d'avril, mais justement un temps de regroupement avec l'ensemble de ces stagiaires, l'ensemble de ces sites, pour que, comme le dit Frédéric, il y ait aussi des échanges entre eux qui puissent avoir lieu, et nous aussi qui nous fassent remonter leur retour par rapport aux outils, hein, parce que tout outil est aussi perfectible, ça il faut l'entendre. Voilà. Après, au niveau des coûts, je me permets de terminer aussi sur ça. Il peut y avoir aussi des coûts de frais de déplacement pour aller se rendre justement au contact des enquêtés pour les entretiens. Donc, ça aussi à prendre en compte. Merci Katia. Vincent, j'avais coupé ton micro parce qu'il y avait un bruit de fond. Je suis désolée, hein, je me suis permise. Julie? J'ai mal compris quand vous l'avez expliqué, mais j'ai cru comprendre que le stagiaire de Master 2, il n'avait pas fait ou elle n'avait pas fait l'entièreté de l'analyse et que la partie qualitative, donc les profils cognitifs, ça avait été transféré à quelqu'un d'autre. Non, ok, d'accord. J'ai dit une personne compétente pour l'analyse du discours et je me suis dit, ah, peut-être que vous ne parliez pas du stagiaire, donc c'est lui qui a tout fait. Alors, j'ai pas tout compris, mais j'entends mal, mais si la question c'est le stagiaire n'avait pas tout fait de l'application de la méthode, c'est faux. Notre stagiaire, du coup, a su réaliser de bout en bout, en 6 mois, le travail d'ancrage. Et comme on était en phase d'expérimentation, il y a eu des choses qu'on a essayé de faire en plus, simplement, pour apporter, pour améliorer la méthode.
des choses soit qui ont été gardées, soit qui ont été jetées. Mais en tout cas, le travail a été fait intégralement. Et ce que je n'ai pas dit d'ailleurs à la fin, la dernière diapo, là, il y avait le lien vers le téléchargement de ce rapport qui est sur notre site internet. Voilà. Et donc là, c'est le rapport de diagnostic fait en 2020. Et ainsi, vous pouvez regarder tout le travail qui a été livré par notre stagiaire. Voilà. Merci Sonia. Sonia a marqué un petit message dans le chat. Elle doit nous quitter. Effectivement, on a un petit peu dépassé l'heure. Donc, merci Sonia d'être venue. Bonne fin de journée. Agnès et ensuite Vincent. Et juste, moi, je vais devoir vous quitter assez vite aussi. Mais juste, peut-être que je n'ai pas bien compris, mais il y a quelque chose qui m'étonne, c'est dans le fait que les acteurs soient anonymes. Donc, est-ce que vous les avez quand même catégorisés au préalable? Parce que l'anonymisation de la réponse peut tronquer une partie des éléments, en fait, hein, en fonction du milieu. Donc, je vois que vous touchez de la tête, donc c'était fait avant. Non, en fait, c'est que oui, donc on sait, les 41 acteurs qui ont été interviewés, on les connaît. On connaît le nom et tous les paramètres qui ont fait qu'on les a choisis. Donc, dans un grand tableau où il y avait, pour nous, il y a plus d'une centaine de personnes citées, et donc on a dû faire des choix. Une fois qu'on a ces 41 et que l'analyse est faite et que justement on met en exergue certaines phrases d'acteurs, ben là, pour le coup, ça reste anonyme, on ne dit pas. Alors, quand on parle de chasse, on sait très bien que c'est un chasseur qui nous parle. Donc déjà, de 41, on passe en filtre et on n'a plus que 3 ou 4. Donc déjà, on sait plus ou moins qui pourrait le dire. Mais en tout cas, le choix, et il vaut mieux garder ce choix-là, je pense, de ne pas citer la personne en elle-même, mais plutôt l'acteur lorsque c'est des réponses qualitatives, comme c'est le cas là, de l'analyse. On sait de quoi il nous parle, ça nous suffit, on n'a pas besoin de savoir qui c'est. Donc en vrai, le jeu de rôle a été que notre stagiaire ne devait pas nous donner la correspondance entre le numéro de l'acteur et la personne réelle. Par contre, c'est nous qui avons évidemment choisi ces 41 acteurs et qu'on a servi aux stagiaires. Oui, donc le groupe d'acteurs est identifié. Donc, oui. Ok, merci. C'est du pseudo-anonyme. Ouais. Vincent ? Oui, deux petites remarques. Déjà, moi, il me semble en dehors des réserves naturelles, c'est vraiment un client, entre guillemets, ce serait le conservateur du littoral, vu tous les enjeux de la pression sur leur site. Hein, je me permets cette petite remarque. Et aussi, dans le cadre de la création de réserves naturelles, alors selon les procédures, c'est soit une enquête publique formelle, soit, je ne sais plus quel est le terme approprié pour les réserves naturelles régionales, mais quelque part, ça arrive alors que tout est fait, si je puis dire. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, le plan de gestion réalisé et quasiment le décret de création rédigé. Donc, c'est pour ça ma remarque du début, c'est à savoir si, quelque part, il n'y aurait pas une utilité pour des porteurs de projets de réserve qui seraient peut-être un peu démunis d'un point de vue méthodologie, de leur proposer une adaptation dans certains cadres où justement le relationnel peut être un peu compliqué avec des acteurs du territoire. C'est pour ça que j'ai trouvé vraiment cet outil très intéressant et cette matinée passionnante pour avoir peut-être des billes à donner aux deux projets qui pourraient monter dans notre département, mais comme on est intégré dans la stratégie aire protégée, peut-être pas encore les plus prioritaires. Ça, ce sera un peu à la DREL et à la région de nous piloter. Voilà, merci. Oui, pardon, je n'avais pas mon micro. Julie, tu as une main qui est levée, mais je ne sais pas si tu voulais reprendre la parole ou si tu ne l'avais pas baissée tout à l'heure, peut-être. Non. Il est 11h moins le quart, il y a un certain nombre de participants qui s'en vont, on les voit petit à petit parce qu'effectivement, leur timing est serré. Je vous propose que l'on conclue et éventuellement, comme d'habitude, moi je vais vous envoyer un mail pour vous transmettre les présentations et que vous ayez les coordonnées de l'ensemble des personnes qui ont participé, et puis de Katia et de Frédéric, si vous voulez reprendre ensuite contact et continuer les échanges pour approfondir si besoin avec des cas particuliers.
je vous invite à le faire. Katia et Frédéric, je vous remercie beaucoup pour vos 2 interventions très intéressantes et très claires, comme d'habitude. Hein. J'avoue que je commence à connaître du coup, moi, l'ancrage territorial aussi. Et je vous affiche en dernier lieu, du coup, la suite de la programmation pour information, puisque du coup, le mois prochain, je ne sais pas si ça s'affiche bien, on se retrouvera donc le jeudi 21 avril autour de la thématique de la cartographie et de la télédétection sur ton territoire, Vincent. Donc, avec une intervention de John Holliday du Parc des Corbières-Fenouillèdes. Et une intervention de Ève Le Pommelet, elle, par contre, du syndicat mixte du bassin de l'Or, sur des retours d'expérience de mise en place de cartographie. Donc, dans le parc, sur l'élaboration d'un atlas cartographique avec des étudiants, donc en projet tutoré, pardon, et un projet différent, donc celui d'Ève sur la cartographie semi-automatisée. Voilà. Donc, je vous remercie tous et je vous souhaite une excellente fin de journée. Et encore, merci Katia et merci Frédéric pour votre participation. Merci à toi, Julie, et merci à tout le monde. Merci. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.